Entendre parler du français. Vous n'êtes pas convaincant. Êtes-vous prêt à entendre parler du français? Non, vous ne me convainquez pas. Êtes-vous prêt à entendre parler du français? Bon, super congrès du syndicat de la fonction publique. Avant de commencer, Éric Bouchard, porte-parole, directeur général du mouvement Québec français, j'aimerais remercier le SFPQ de m'inviter pour vous parler de l'anglicisation qui est en cours actuellement au Québec, pour vous parler du mouvement Québec français et aussi pour vous parler de la super campagne de financement qu'on s'apprête à partir dans quelques semaines. On va aller droit au but. L'objectif premier et unique du mouvement Québec français, c'est que le français devienne la langue commune dans l'espace public. C'est simple, que le français devienne la langue commune dans l'espace public. Hein, c'est bon, ça réagit. C'est quoi ça, une langue commune? Ben, c'est une langue qui est utilisée par tous les individus sur un territoire pour assurer la cohésion sociale entre les citoyens de langues maternelles différentes. Pour le dire autrement, c'est une langue que tout le monde comprend, tout le monde utilise pour qu'on se comprenne entre nous. Mais comment on en arrive à avoir une langue commune? Ben, c'est quand l'État met tout son poids pour aménager linguistiquement la société pour que ça se fasse de façon naturelle et sans effort dans l'espace public. Puis comment un État fait ça? Ben, un État, ce qu'il fait, c'est qu'il prend tous ses leviers, tous ses pouvoirs pour, dans le fond, faire en sorte que l'usage commun d'une langue, ça se fasse à travers ses lois, ses politiques publiques, ses règlements, les directives envoyées au commis de l'État et aux fonctionnaires, et aussi par le financement public des institutions publiques dans une langue ou dans une autre. Pour vous l'imager, en fait, à Toronto, c'est simple. L'État, fédéral, provincial, municipal, ce qu'il fait par ses lois, ses règlements, ses politiques publiques, les directives envoyées aux fonctionnaires et le financement dans une seule langue de ces institutions publiques, dit à tout le monde à Toronto, ça se passe en anglais. Et donc, le monde, de façon naturelle et sans effort, marche dans la rue, se rencontre entre individus qui ne se connaissent pas, puis ils y pensent même pas. Ils se parlent en anglais sur la rue. Ils se parlent en anglais dans les commerces. Ils se parlent en anglais dans les restaurants. Quand ils contactent un fonctionnaire de l'État, ben, de façon naturelle et sans effort, tout le monde sait que ça va se passer en anglais. C'est ça, une langue commune, puis c'est comme ça qu'un État arrive à en avoir une langue commune. C'est ce que fait la France, avec ses lois, ses politiques publiques, les directives envoyées à ses fonctionnaires, le financement dans une langue de toutes ses institutions publiques. C'est ce que fait l'Allemagne, c'est ce que fait l'Italie. L'objectif de Camille Lorrain, celui qui a élaboré puis qui a fait adopter la loi 101, ben, c'était de faire en sorte que le français soit la langue commune dans l'espace public au Québec. Il voulait pas que le français ce soit seulement la langue des francophones entre eux. Il voulait que ce soit la langue entre les francophones puis les allophones, entre les francophones puis les anglophones, entre les anglophones puis les autochtones, puis entre tout ce beau monde-là, puis les anglophones et les autochtones. Bref, pour que tout le monde se parle dans une langue et que tout le monde se comprenne dans l'espace public. Ça ne veut pas dire qu'à la maison, dans sa vie privée, tu ne peux pas parler toutes les langues du monde, mais dans l'espace public, il y a une langue. C'est ça l'objectif. Bien, on a le même objectif que Camille Lorrain. Alors, au cours des 15 prochaines minutes, je vais revenir un peu sur la loi 101, je vais vous parler de l'anglicisation qui est chiffrée, je vais vous parler du travail conjoint du SFPQ et du mouvement Québec français. Et enfin, ben, je vais vous parler un petit peu du mouvement Québec français parce qu'il faut que je vous séduise un peu, faut que vous me trouviez attrayant. Puis par la suite, ben, je vais vous parler de notre super campagne de financement volontaire. Volontaire, pas obligatoire. Ça vous va, ça? Non, un peu plus fort. Ça vous va, ça? Bon, vous êtes réveillés, c'est bon, juste avant d'aller dîner. Alors, allons-y avec une première diapo. Qu'est-ce que disait la loi 100? À main levée ici, là, j'aimerais que le monde participe. Qui a déjà lu une loi au complet? Ah, vous êtes une bonne gang, vous êtes une bonne gang. Qui en a jamais lu? Vous êtes moins nombreux. Mais vous êtes particuliers parce que dans le reste de la société, là, la majorité des gens n'ont pas lu de loi. Mais dans une loi, donc si vous en avez lu souvent, bien, il y a souvent un préambule. Le préambule, lui, il explique quoi? Il explique l'intention du législateur au moment où il a adopté cette loi-là. Pourquoi? Parce que 40 ans plus tard, ça se peut qu'il y ait un juge qui ait apporté une décision sur un article précis de la loi. Puis là, il va dire, « Ouais, cet article-là n'est pas clair.
Qu'est-ce que voulait dire le législateur en 1977? Ah, on va aller voir le préambule. Et là, il va voir le préambule, puis là, il va voir l'intention du législateur. Et que disait l'intention du législateur en 1977 dans son préambule et dans son article premier? Bien, l'article 1 de la loi 101, c'est « Le français est la langue officielle du Québec ». Ça ne dit pas « Le français et l'anglais sont les langues officielles au Québec », ça dit « Le français est la langue officielle au Québec ». Et dans le préambule, ça dit « L'Assemblée nationale est résolue à faire du français la langue de l'État, virgule, de la loi, virgule, normale et habituelle du travail, virgule, des communications, virgule, de l'enseignement, virgule, du commerce et des affaires, point. » Donc, Camille Lorrain et le législateur et le gouvernement en 1977 qui a dit « On va mettre tout notre poids du gouvernement pour faire en sorte que le français devienne la langue commune, puis on va aménager linguistiquement l'État pour que ça devienne la langue commune. » Fait que la première chose, là, c'est l'État. Une des dernières choses, en fait, c'est ce qui se passe dans le privé. Bien, ce que ça a fait, l'intention du législateur, entre 1977 et 1989, le français là, a augmenté tous les indicateurs. C'était dans le tapis, français, français, français. Au niveau de la langue du travail, là, c'est fou comment l'usage du français a augmenté au travail. Et là, il y a du monde qui ont dit, ben, on a gagné le combat. Passons à autre chose. Et pendant qu'on a passé à autre chose, ben, il y a du monde qui ne sont pas passés à d'autres choses. Et là, tranquillement, la société, avec ce relâchement-là, s'est anglicisée. Et c'est là que on va aller voir, ça, c'est les données du recensement de 2011. Entre 1996 et 2011, on voit l'évolution linguistique du poids démographique du français, de l'anglais et des langues autres que le français et l'anglais sur l'île de Montréal. Mais qu'est-ce qu'on voit au niveau de la langue maternelle? En haut, complètement pour vous autres, c'est ça, en haut à droite, moins 4,7 %, recul de près de 5 % du poids démographique du français au niveau de la langue maternelle en à peu près 15 ans. Dans l'histoire des recensements, c'est le recul le plus rapide et le plus grand qu'il y a jamais eu depuis qu'on tient des recensements, puis ça fait 100 ans. Au niveau de la langue d'usage, le français a aussi reculé de 2,5 %, 2,6 %. Et là, connaissez-vous un des grands intellectuels québécois? Dans le fond, il parle sur un peu toutes les tribunes. Connaissez-vous Éric Duhaime? Hein, c'est votre chum, là. Je suis sûr qu'il parle souvent en bien du SFPQ. Hein, mais ce grand intello-là, à un moment donné, dans une autre vie, moi, j'étais attaché politique. Et là, je le rencontre sur un plateau de télé. Il dit, on n'est pas en train de s'angliciser, on est en train de s'allophoniser. Il dit, vous comprenez pas. C'est normal, il y a beaucoup d'immigration. Fait que là, il y a des gens qui ont une langue autre que le français ou l'anglais. Fait que démographiquement, le poids du français recule par rapport aux autres langues. Tu dis, c'est assez logique. C'est pas pour rien qu'il y ait autant de micros et de tribunes, Éric Duhaime. Il est logique et tout ce qu'il dit est à peu près brillant et sensé. Mais, il avait oublié une chose, c'est qu'il n'a pas regardé le reste du tableau. Le reste du tableau dit quoi? Dit que l'anglais ne recule pas, tant au niveau de la langue maternelle que de la langue d'usage. Pourquoi l'anglais ne recule pas? Parce qu'il y a eu un relâchement du poids de l'État mis pour aménager linguistiquement le Québec et Montréal. Et quand l'État ne met pas tout son poids, ben la langue continentale, c'est l'anglais. Et là, l'anglais, c'est une langue puissante qui va chercher des locuteurs de langue maternelle dans le français, qui va chercher des locuteurs de langue autre que le français et l'anglais et les amène dans son équipe. Et fait de ces locuteurs-là de langue maternelle des locuteurs de langue d'usage anglaise. Et c'est pour ça que l'anglais ne recule pas. Ça, c'est le passé. Maintenant, qu'est-ce que prévoit le QLF, l'Office québécois de la langue française? Bien, au Québec, entre 2006 et 2056, si rien n'est fait, dans un scénario où il y aurait 60 000 immigrants par année, bien là, on voit recul de à peu près 10 % du poids démographique du français, augmentation du poids démographique des langues autres que le français et l'anglais et stabilisation de l'anglais. Il n'y a pas de recul de l'anglais pour les 50 prochaines années. Donc, ça veut dire que la langue anglaise, c'est pas une mauvaise langue, là, c'est pas mal, c'est pas bien ce que je dis, c'est descriptif. Là. Il n'y a pas de hargne dans ce que je dis, c'est vraiment description démographique des choses. C'est que la langue anglaise est capable d'aller chercher des locuteurs de langue maternelle française, des locuteurs de langue autre que le français et l'anglais et des amener dans son équipe pour garder un poids démographique sur 50 ans. Maintenant,
Région de Montréal. Qui à main levée ici travaille dans la région de Montréal? À peu près le quart. OK, parfait. Bon, ben, dans la région de Montréal, historiquement, on disait, bon, il y a 15 ans, on disait, l'île de Montréal s'anglicise. Et là, tranquillement, on voit ce qui se passe à Laval, on voit ce qui se passe à Brossard. Il y a une anglicisation qui s'étend. Et donc, quand on regarde ce tableau-ci, c'est la RMR de Montréal, Région métropolitaine de recensement. Ça, c'est de Saint-Jérôme à Saint-Hyacinthe. Bien, si rien n'est fait, encore une fois, avec un scénario à 60 000 immigrants par année, bien, il y aura un recul de près de 12 % du poids démographique du français dans la région, une augmentation d'à peu près 14 % du poids des langues autres que le français et l'anglais, et un recul d'à peine 1,6 % de l'anglais comme langue d'usage dans la région. Donc, si le français recule et l'anglais ne recule pas, c'est là qu'on dit qu'on est dans un processus d'anglicisation. Alors, prochaine chose, c'est qu'il faut regarder plusieurs affaires. Maintenant, les politiques d'immigration. Il y a beaucoup de gens, actuellement, on en parle parce que le gouvernement a déposé sa politique d'immigration, puis le projet de loi sur l'immigration est en train d'être étudié. Beaucoup de gens focalisent juste sur le nombre. Nous autres, au Mouvement Québec français, on ne prend pas position sur le nombre. Parce qu'imaginez s'il y avait 60 000 unilingues francophones qui débarquaient à Montréal chaque année, bien sur 10 ans, on francise Montréal comme ça. Donc, il ne faut pas juste, quand on regarde les politiques d'immigration, il faut regarder le nombre, mais il faut regarder de quoi est composée l'immigration. Est-ce une immigration plus anglophone, plus francophone, plus francotrope? Donc, la composition est importante. Et l'autre chose qui est importante à regarder, c'est clair, est-ce que la francisation est obligatoire ou pas? Donc, c'est toutes des choses qu'il faut discuter avec la population, qu'il faut discuter avec les médias, qu'il faut discuter avec les élus. Et c'est ça le rôle du Mouvement Québec français. Pas nécessairement de donner les réponses, mais de discuter aussi avec le mouvement syndical pour que, dans le fond, on travaille tous ensemble à arriver à un consensus. Là, on avait une publicité extraordinaire. Là. Puis là, vous savez comment c'est la technique dans la vie. Là, on montrait tout ce qu'on fait. Puis là, il y avait de la musique. Puis là, il y avait tout un comédien qui avait fait comment je pourrais dire ça, qui lisait. Puis là, c'était une pub vraiment géniale. Puis là, on avait travaillé fort pour vous la montrer. Puis là, on vous la montrera pas. J'espère que vous êtes déçus. Bon. Mais là, je vais être obligé de donner un meilleur spectacle. Alors, le Mouvement Québec français, qu'est-ce qu'on est, nous? Ben, on est pour de vrai, on est un groupe de pression apolitique et qui n'a pas de mandat sur la question nationale. Puis on est non partisan. Nous, on parle à tout le monde. On parle à tous les partis politiques. On parle aux fédéralistes, aux autonomistes, aux indépendantistes, aux anglophones, aux allophones, aux francophones, aux autochtones. On parle à tous ceux qui ont à cœur l'avenir linguistique du français au Québec. Mais comment on fait ça, nous? On a une approche, disons, plus pédagogie citoyenne que pancarte dans la rue. Donc, c'est plus long, mais c'est plus efficace. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va directement dans la rue, avec des démarcheurs, expliquer aux gens tout le dossier linguistique. Et là, les gens, ils disent, ah oui, puis là, on enlève tous les préjugés en lien avec ça, puis on essaie d'avoir un discours intelligent et intelligible. Puis là, les gens, quand ils ressortent, ils disent, hey, c'est vrai, c'est important, hey, c'est vrai, ça me touche le français. Donc, on commence par là avec la pédagogie citoyenne. Ce qu'on fait par la suite, on a des conférences un peu partout au Québec. On donne des conférences dans les partis politiques, dans tous les partis politiques, qui nous invitent, évidemment. Après ça, on donne des conférences dans les cégeps. On a donné dans une vingtaine de cégeps déjà une conférence. Donc, nous, on porte sur la question de la dynamique des langues et on ne peut pas se permettre d'avoir une position politique et d'avoir une position, disons, il faut vraiment être neutre puis expliquer ce qui se passe avec les faits pour être invité et pour être réinvité surtout dans les cégeps. Et on va dans les syndicats, puis dans le fond, on va aussi dans des associations, disons, plus militantes autour du français. Donc, on rencontre les citoyens. Comme je vous disais, là, il y a une photo des représentants d'un des partis, mais avec nos amis des syndicats, que je vais vous expliquer notre coalition qu'on a un peu plus tard avec les syndicats, on rencontre à la fois, on a rencontré le 16 septembre dernier, M. Pierre-Carl Péladeau, chef de l'opposition officielle. On a rencontré le 18 décembre dernier, Mme Hélène David, qui était la ministre responsable du dossier linguistique à l'époque, qui l'a pu être, puis qui est redevenue la ministre responsable. Et enfin, on a rencontré M. François Legault. Puis, on a lancé l'invitation aussi à Québec solidaire. Puis là, bon, on est en train de discuter avec eux de ça.
Donc, on rencontre tout le monde, puis on leur fait une pédagogie citoyenne, puis on leur explique les enjeux en fonction des enjeux syndicaux. Et je vais vous dire ce que le SFPQ est allé dire aux élus sur ce sujet-là. Puis, ben, c'est sûr que quand on parle aussi, ben, il faut parler aussi aux médias. Puis là, ben, parce que c'est par les médias, par les chroniqueurs, par les journalistes qu'à un moment donné, les gens, ils commencent à reprendre le discours qu'on a, commencent à dire, oui, ça a de l'allure ce qui est dit, et c'est là que les gens commencent à changer leur mentalité par rapport aux Français. On va aussi, ça c'est une chose importante. Avez-vous entendu dire, en janvier dernier, qu'il y avait une étude qui était sortie qui disait que le Québec était sa cible en matière de francisation de l'immigration? Oui, une personne. Pas plus que ça. Bon. Bien, chose certaine, au niveau politique, il y a beaucoup de gens qui le réutilisent et beaucoup de médias qui réutilisent une étude qu'on a fait sortir par l'Institut de recherche en économie contemporaine. Et donc, encore une fois, c'est des faits. Qui est francisé, qui ne l'est pas. Puis là, on voyait les chiffres un peu précédemment. Je suis pas assez vite. Parce que là, je vais revenir sur l'immigration. Ben, tous les chiffres qui sont là, c'est l'étude qu'on a sortie. Ces chiffres-là, ils disent quoi? L'étude disait, il y a 1 million de personnes au Québec qui ne sont pas nées au Québec. Donc, c'est des immigrants. Ils ont entre 2 mois puis 108 ans. Donc, c'est 1 personne sur 8 au Québec qui n'est pas née au Québec. Parmi ces personnes pas nées au Québec, là, il y a 200 000 personnes qui ne connaissent pas le français. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est ça. Ils ne connaissent pas le français. Et parmi ces 200 000 personnes, donc 20 de la population immigrante au Québec, parmi ce million-là, ben, il y en a 200 000 qui ne parlent pas le français. Donc, c'est 20 Et parmi cette gang-là qui ne parle pas français, ben, 160 000 parlent l'anglais. Donc, ils ne connaissent que des 2 langues officielles canadiennes, le français et l'anglais. Et donc, leur interaction avec l'État se fait dans quelle langue, d'après vous? En anglais. Puis, je vais faire quelque chose d'un peu plus personnel. C'est mon beau-père, ça fait, le chum de ma maman, ça fait 30 ans qu'il est au Québec. Et l'État lui permet de fonctionner en français comme en anglais. Et il reçoit l'ensemble de sa documentation en anglais. Pourtant, il ne parle pas anglais. Il parle 72 mots d'anglais et 36 mots de français, je vous le jure. Donc, c'est clair qu'il fait partie de ces statistiques-là. Et donc, mais on ne fait pas des études, puis on ne change pas, puis on n'arrive pas à des consensus publics en faisant des histoires individuelles. Ça prend des études comme ça. Et c'est ça qu'on fait au Mouvement Québec français. On fait aussi, on finance des études. Puis on n'a pas financé seulement l'étude, excusez-moi, c'est un peu étourdissant, là. On finance pas seulement des études sur le portrait de la francisation de l'immigration. On a fait sortir une étude aussi sur la bilinguisation du système de santé. Donc, bilinguisation des postes de travail dans le système de santé. Puis là, on montre dans cette étude-là comment c'est fait puis comment c'est financé. Et là, on est en train d'en faire une autre. On veut faire le portrait de l'Office québécois de la langue française entre 1977 et aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à l'Office québécois ici? Une personne. Ben, vous direz à vos collègues qu'on est en train de faire une étude. Parce que cet office-là a été extraordinaire pour faire avancer le français quand l'État, en 1977, voulait faire en sorte que le français devienne la langue commune. Et au fil du temps, cet office-là, on sait qu'on a coupé dans des postes, on a coupé dans des ressources. Et là, pour faire des demandes auprès des politiciens, pour expliquer ça aux médias, pour expliquer ça aux citoyens, bien, on fait faire une étude, puis après ça, on va être en mesure de dire comment et pourquoi, dans le fond, on a amoindri cet office-là et comment on pourrait faire en sorte de lui redonner toute sa vigueur. Ensuite, on va en commission parlementaire. On est allé plusieurs fois. Cette fois-ci, c'était sur le projet de loi sur l'immigration de la ministre Kathleen Veil. Donc, nous, on va pas là avec le poing en l'air. On va là pour discuter avec les parlementaires, pour faire en sorte qu'entre eux, ils discutent de certaines questions et qu'on en arrive à un consensus pour changer les choses. C'est ça notre rôle. C'est pas juste de la pédagogie citoyenne, de la pédagogie avec les médias, mais même avec les politiciens en commission parlementaire. Puis je sais qu'au CFPQ, vous le faites énormément sur divers projets de loi. Fait que vous savez ce que c'est. Et enfin, bien, on coordonne la table de concertation qui s'appelle Partenaires pour un Québec français. Puis je sais que ça ressemble beaucoup à Mouvement Québec français. Mais là,
donc le Mouvement Québec français, notre rôle, on coordonne une table de concertation qui est composée de tous les organismes que vous voyez là, dont le syndicat de la fonction publique. Et c'est là qu'on travaille de concert, serré avec les gens du SFPQ, sur 3 objectifs précis avec les syndicats, mais il y en a un qui vient directement du SFPQ, c'est l'arrêt du bilinguisme institutionnel dans les services administratifs. On travaille avec ça et on échange avec les autres syndicats là-dessus. Et les autres syndicats, ils en viennent à porter le discours du SFPQ là-dessus. Et je sais que vous avez des résolutions des congrès précédents directement par rapport à ça. On travaille sur le français langue de travail dans le privé et on travaille sur la question de la francisation de l'immigration. Fait qu'avec Partenaires pour un Québec français, on travaille à ça. Et donc, le rôle du Mouvement Québec français, c'est de coordonner les actions et le discours de Partenaires pour un Québec français. Prendre une petite pause pour respirer. Depuis 1 an, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le français est redevenu une priorité dans l'espace public, dans les médias. On en parle de plus en plus. C'est un sujet, justement, depuis qu'on s'est dit, on a gagné la bataille pensant à autre chose. Le sujet, il revient et je le vois vraiment. Ça fait 7 ans que je travaille le dossier linguistique. Et pendant 7 ans, c'était la traversée du désert. Et là, on est en train d'atteindre l'oasis. La première oasis pour nous amener, dans le fond, à une nature luxuriante. Mais, malgré tous les efforts qu'on a faits, puis malgré le super travail qu'on fait, le Mouvement Québec français est dans une situation financière précaire, vraiment précaire. Et l'avenir du Mouvement Québec français, malgré tout ce qu'on fait de bon, a besoin d'aide. On a besoin de 50 000 $ par année pour passer d'un organisme en démarrage à passer à une organisation en santé. C'est pas beaucoup 50 000, mais pour nous, ça fait toute la différence. Fait que comment on va arriver à avoir ce 50 000 $-là? Alors, pourquoi il nous manque de l'argent? Première des choses. On ne reçoit aucune subvention du gouvernement. Le seul argent qui vient au Mouvement Québec français, c'est 650 donateurs qui donnent en moyenne 10 $ par mois. Et l'argent pour les services de coordination qu'on offre dans le cadre de Partenaires pour un Québec français de la part des organisations syndicales. Sinon, on ne reçoit aucune scène. Fait que pour obtenir ce 50 000 $-là, on s'est mis au travail. On a monté un plan d'affaires et avec un paquet de beaux projets, dont la campagne de financement que je m'apprête à vous présenter. Alors, la campagne, 1 pièce et 1 par paye pour le français. C'est assez simple. Et là, comment on va avoir notre 50 000 $? C'est qu'on a besoin de seulement 2 000 travailleurs au Québec qui vont accepter qu'il y ait un retrait à la source de 1 $ et 1 à toutes les 2 semaines. Donc, 26 $ par année. Et comme on coordonne, nous, Partenaires pour un Québec français, on connaît déjà l'ensemble des organisations syndicales, puis on a déjà des liens privilégiés avec eux. Et donc, je ne peux pas croire que dans le million de travailleurs syndiqués de la table de concertation qu'on ne sera pas capable d'aller chercher 2000 travailleurs qui vont accepter de façon volontaire de faire un retrait automatique d'1 $ et 1 par paye. Puis, c'est un peu dans le même principe que ceux qui cotisent au Fonds d'action, la CSN, au Fonds de solidarité FTQ. D'ailleurs, il y a la table à l'extérieur. Et tous ceux qui contribuent à Centraide. C'est de façon volontaire, puis c'est retiré automatiquement sur votre paye. Et c'est ça qu'on vous demande de nous appuyer ici au SFPQ, c'est dans cette campagne-là. Une fois que vous allez accepter, je l'espère fortement, c'est sûr que là, on va avoir un appui pour aller voir, nous, des banques, pour nous faire un prêt, pour développer tous nos autres beaux projets, qui vont nous permettre de faire rayonner le français, puis qui vont nous permettre d'assurer une stabilité financière au Mouvement Québec français. Mais surtout, ça va nous donner une belle excuse pour aller voir les autres syndicats. Puis là, c'est sûr que si les SFPQ dit oui, là, ça va être plus facile d'aller voir les autres pour qu'ils disent oui. Alors, mais on ne fera pas juste solliciter de l'argent. C'est ça l'affaire, là. On va faire de la pédagogie. Fait que si on va vous voir pour vous solliciter, puis si vous acceptez qu'on aille vous voir, on va aussi transmettre une certaine information pour faire de vous, en fait, des militants aguerris du français. Pas juste au sein de votre syndicat, mais avec votre entourage. Puis quand il y a plus de monde qui parle du français, c'est clair que c'est plus facile dans une société d'arriver à un consensus. Puis quand on arrive à un consensus, qu'est-ce qui se passe? Là, les politiciens se mettent à vouloir agir. Puis quand les politiciens agissent, qu'est-ce qui arrive? On pérennise le français. C'est ça qu'on fait. On pérennise le français dans le temps. Puis
C'est une langue qui nous est tellement vitale que c'est important de faire ce combat-là. Je vais terminer en vous disant une chose. Actuellement, votre syndicat, là, fait un travail extraordinaire pour le français. Moi, ça fait 3 ans que je travaille avec le SFPQ. C'est incroyable la qualité des gens qui y travaillent. Les gens dévoués, des gens brillants, des gens fiers. Fait que moi, j'espère que dans la vie de tous les jours, en tout cas sur la question du français, je ne sais pas pour les autres questions, mais sur la question du français, vous devez vous promener dans la rue avec votre épinglette du SFPQ, vous dire « Je suis fier d'être syndiqué au SFPQ ». Mesdames et messieurs, vive le mouvement Québec français, vive le SFPQ. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, est-ce que je peux clore la matinée? Non, pas encore. Je n'ai rien dit, donc. Avec M. Bouchard, on va prendre une petite 10 minutes pour des questionnements qu'il pourrait y avoir au niveau de l'assistance. Alors, je vais commencer avec le micro 4. Jean-François Sylvestre, représentant régional, Montréal, Laval. Malheureusement, on a fait un débat ici sur la politique et la politique. Le mouvement Québec français, ça fait 5 ou 6 ans, nous, à Montréal, qu'on l'appuie. On a été les premiers dans l'organisation à l'appuyer. L'affaire où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous avez dit « nous sommes apolitiques ». Le mouvement, la langue française au Québec, malheureusement, pour l'ensemble des régions, n'a pas la même problématique que nous avons à Montréal et à Laval maintenant. Parce que j'invite les gens qui vont des fois à Laval magasiner et vous allez avoir un choc culturel quand vous allez aller au Carrefour Laval. Parce que ça se passe vraiment en anglais. Et nous, nos bureaux régionaux sont au centre-ville de Montréal, à l'ouest de la rue Saint-Laurent. Et puis, je peux vous dire que la plupart des restaurants dans lesquels on va, le premier mot qu'on entend, c'est « welcome ». Hein? Mais quand on est à Québec et tu parles à quelqu'un, on a un problème avec notre langue, ils font comme « tu vis sur une autre planète, on n'en a pas de problème avec notre langue. Pourquoi qu'on irait endurcir les lois? Pourquoi qu'on irait faire de la pression auprès du gouvernement? Ça va de soi, des immigrants qui viennent ici, puis quand ils viennent ici, on les accueille, on les francise. » Mais là est mon point. Tous les mouvements qui existent sont excellents. La problématique aux Français, c'est la francisation de l'immigration quand les immigrants arrivent au Québec. Un immigrant de première génération qui ne parle pas notre langue, c'est comprenable. Il arrive d'un autre pays, s'installe ici, et il y a déjà un gros choc culturel. Mais la problématique qu'on a à Montréal, c'est 2e, 3e, 4e génération. Ces gens-là sont passés à l'école, qui devrait normalement être en français, et ces gens-là ne parlent même pas la langue française, sont unilingues anglais. Et moi, je vous le dis, il faut faire de la politique pour aller dire au gouvernement, ça n'a aucun sens qu'avoir 60 000 nouveaux immigrants par année, mais ne pas être capable de les franciser. Merci. Est-ce que... Alors... J'ai peut-être utilisé le mauvais terme apolitique. Disons, on est non partisans. Ça vous va? Bon, hein? Alors, on poursuit au niveau du micro 5. Oui, j'aimerais que votre mouvement soit sensibilisé à 2 problématiques. Des entreprises très petites dont le propriétaire est unilingue. Juste un instant, Normand. J'aimerais ça que les gens prennent l'habitude de se nommer. Lorsqu'on commence les interventions, je pourrais être certain qu'on puisse, au niveau de l'enregistrement, y aller. Alors, poursuis. Désolée, Norma Bacos, section locale 222. Que votre mouvement soit sensibilisé à des entreprises privées, je sais que ce n'est pas notre problématique, dont le propriétaire est uniquement anglophone et les employés sont obligés de parler l'anglais. Sinon, ils n'ont pas le travail s'ils veulent avoir la job. Et souvent, les francophones, et même ici... lorsque le parent peut envoyer son école à l'anglophone, il le fait, mais s'il a le choix. Merci. Micro 6. Renée Binette, Comité national des femmes et présidente de la section 501. Écoutez, je trouve très intéressant ce que vous faites. Je suis très contente d'avoir la présentation. Le petit hic où j'accroche étant
une fille qui abonde dans certaines choses. Vous parliez d'une cotisation de 1 $ par paye ou je sais pas quoi. Il va falloir que vous regardiez ça parce que moi, le Fonds de solidarité, je leur donnais 2 $ par semaine, je donnais un café et ils ont refusé ma contribution parce que c'était trop cher comme frais administratifs. Fait que vous allez peut-être avoir de la difficulté à aller récupérer votre montant, là. Il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait que vous regardiez dans ce sens-là. Je voulais vous le souligner. Parce que moi, on a refusé une contribution de 50 $ par année au bout de la ligne parce que c'était trop de frais d'administration. Fait que je voulais vous le mentionner. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va avec le numéro 1. Abdel Bamed, Abdel Majid Bamed, section 120, Revenu Québec. D'abord, je remercie monsieur qui nous a présenté Mouvement français Québec, si je le prononce bien. Vous avez raison. Moi, je suis arrivé le 14 juin 1974. Avant d'arriver, j'étais en France, à Paris. On m'a dit, au Québec, on parle français. J'arrive, la rue Sainte-Catherine, tout le monde me répond en anglais. Je ne parle aucun mot en anglais. Vous avez raison, spécifiquement Montréal. Cependant, je sais que vous avez fait des études au Québec. Malheureusement, c'est mondial. L'anglais, c'est la langue des affaires, c'est la langue de la technologie. Même mon pays d'origine, je viens d'Algérie, ils sont en train de réfléchir, au lieu d'apprendre le français deuxième langue, ça va être l'anglais tout de suite. Ben, c'est ça pour réussir aujourd'hui, c'est mondial. J'aimerais ça peut-être, vous allez chercher, s'il y a une étude mondiale, faire la comparaison. Je comprends, moi, au Québec, il faut parler français. Moi, je viens d'un pays, comme je vous dis, on parlait français. J'étais même français quand j'étais jeune. Mais vous avez raison de dire qu'il y a des gens, moi j'ai travaillé dans un restaurant italien, j'ai rien contre l'Italien, je les aime. Le propriétaire est venu avant moi en 62, il ne parle pas un mot français. J'étais étonné. À la ville de Québec. Donc, sauf, malheureusement, comme je vous dis, c'est l'anglais aujourd'hui, c'est mondial, c'est la langue des affaires, c'est la langue de la technologie, c'est la langue du commerce. Merci. Merci. Puis je peux réagir dans l'échange? Oui, allez-y. Oui. Alors, sur cette question-là, on dit toujours, le français, ça recule au Québec, puis là, on ne voit pas l'espace mondial. Dans l'espace mondial, si on regarde les documents de l'Organisation internationale de la francophonie, en fait, le français ne va pas très mal au niveau mondial. Puis en fait, il va peut-être plutôt bien au niveau mondial. Le français, actuellement, c'est la 6e langue la plus parlée au monde, derrière le mandarin, l'anglais, l'espagnol, l'hindi et l'arabe. Et d'ici 30 ans, il risque d'y avoir une explosion démographique dans l'Afrique francophone. Et donc, le français risque de devenir, d'ici 30 ans, la 2e ou la 3e langue la plus parlée au monde. Actuellement, il y a 230 millions de locuteurs sur la planète. C'est quand même pas banal, là. 230 millions de personnes sur la planète parlent cette langue-là. 130 millions de langues maternelles, 100 millions de langues d'usage, donc des gens qui ont décidé d'en faire leur langue de tous les jours. On vit dans une communauté internationale de la francophonie qui est... Il n'y en a pas beaucoup de langues qui peuvent s'appuyer sur une langue qui est parlée dans tous les continents, qui est enseignée dans tous les pays du monde. Le problème, nous, on vit dans un continent où est-ce que la langue continentale, c'est l'anglais. Mais dans le monde, oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, l'anglais, c'est une langue d'affaires, une langue de technologie. Mais se dire ça, qu'est-ce que ça va nous dire? Ben, c'est de dire, on jette la serviette. Moi, c'est sûr, certain que je passe ma vie. Je vous dis, là, quand je dis je me lève la nuit, là, pour penser, puis travailler, puis organiser des affaires, je passe ma vie parce que je crois que il n'y a pas un déterminisme historique qui va faire en sorte que l'anglais va l'emporter ad vitam aeternam. Donc, là-dessus, merci. Merci beaucoup. On va poursuivre. J'aimerais ça peut-être qu'on prenne juste des questions, parce qu'il nous reste à peu près 2 minutes à la période. Est-ce qu'il y a... J'avais donné une période de 10 minutes là, au départ. Vous pourrez demander une prolongation, puis on pourra continuer, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il y en a qui ont juste des questions plutôt que des interventions? Alors, juste prendre peut-être les 2 questions au départ. Après ça, je continue les tours d'intervention, il n'y a pas de problème. Alors, des questions seulement. Micro 4, 2 fois, puis après ça, micro 5. La question. Puis on va prendre toutes les questions une après l'autre. Marie-Claire Beignet, représentante régionale Montréal-Laval. Mais d'abord, je voulais vous dire qu'il y a beaucoup de nos membres qui nous parlent. Je veux juste... C'est une question, mais je l'amène pourquoi.
Il y a des gens qui nous disent, dans notre milieu de travail, on est obligé de parler anglais quand on vient faire application, sinon on n'a pas la job. Ça, c'est dans nos ministères. Ensuite, ils nous disent, sur nos milieux de travail, ils appellent au régional pour se plaindre parce que ça parle l'anglais ou d'autres langues sur les milieux de travail. Et là, je les réfère à leur politique de chaque ministère qui sont dans l'intranet. Mais je suis allée les voir, les politiques, et c'est pas si clair que ça. Alors, je vous demanderais de travailler avec nos ministères sur ces politiques-là, parce que les employés sont pris avec ça. Est-ce que vous allez le faire? J'ai demandé des questions. Oui, c'est ça. Là. Est-ce que vous allez le faire? OK. Merci. OK. Je vais prendre les autres questions. Je vais vous répondre. Je vais prendre les autres questions, puis après ça, M. Bouchard répondra Fait que, micro 4 encore, s'il vous plaît. Une question. Moussa Jorin, section 220, Montréal-Laval. Ma question, c'est que le Québec a le pouvoir, n'est-ce pas, de choisir ses immigrants. Pourquoi va-t-il pas dans des pays où on parle français? Il y a des pays de la francophonie, il y a un mouvement qui s'appelle la francophonie. Pourquoi vous n'allez pas chercher, ou le gouvernement, s'il vous plaît, aller chercher ces immigrants, rien que dans ces pays-là, et puis le problème sera réglé. Merci. Micro 5, question. Bonjour, François Godin, section 203. Dans la lignée de Marie-Claire, je travaille à l'immigration, puis je vis à l'est de la rue Atwater. Donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la rue qui divise Ville-Marie à Westmount. Pas besoin de vous dire que dans ce coin-là, c'est vraiment anglais. Ma question, on a appris la semaine passée que le fameux groupe des 6, donc Costco, Canadian Tire, Toys R Us, puis les 3 autres, là, avaient finalement gagné contre le gouvernement pour ne pas changer leur nom ou franciser leur nom. Pourquoi le gouvernement a décidé de tout abandonner puis de leur donner raison, puis pourquoi que les groupes de pression n'agissent pas pour essayer de transformer ces entreprises-là en français? Okay. Alors, au niveau des questions, j'ai une question au micro 3. Merci. Hélène Lambert, section 116. Merci pour votre bon travail. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour donner des sous? 1. 2. Est-ce que c'est déductible d'impôts? 2. Merci. Merci pour la question. Micro 6. Micro 3, c'est une autre question? Oui. Micro 3, court. Une petite question? Oui, allez-y. Micro 3. Oui, bonjour. Michel Fontaine, section 224. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est en projet pour diminuer l'impact des achats de compagnies qui sont totalement québécoises par les Américains ou autres pays. On va perdre notre culture si... Tant qu'on n'a pas un soutien économique, on va perdre notre culture française. Point à la ligne. Merci. Et maintenant, micro 6, question. Claude Lacroix, 552, Parc national du Mont-Tremblant. Moi, en partant, c'est l'attitude des gens. On parle beaucoup des immigrants qui ne parlent pas français, mais est-ce que les Québécois vont commencer par se respecter eux autres mêmes? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Aussitôt qu'il y a un Anglais qui parle, tout le monde commence à parler anglais, des francophones. Est-ce qu'on va commencer par éduquer nos propres gens à se respecter dans leur langue? Alors, merci. Bravo, bravo. Alors, pour les réponses, M. Bouchard. Bon, on va essayer de résumer ça assez rapidement. Alors, réponse sur les directives des ministères et organismes. Oui, nous le faisons. Et quand je vous dis que votre syndicat travaille fort à ça, je n'aimerais pas personne, il y a du monde qui travaille vraiment fort pour ça. Quand on rencontre Mme Hélène David, c'est la première chose qu'on lui dit. On lui dit, il faut changer les directives données aux employés de l'État. Il faut qu'on supporte nos employés de l'État. Il faut, en fait, que le gouvernement donne des moyens pour que ce ne soit pas le travailleur qui aille à faire l'arbitrage entre une politique pas claire et quelqu'un qui est devant lui. Donc, on le fait. Ça vous va comme réponse? Puis là, on pourrait avoir des détails un peu plus si vous parliez avec les gens de votre syndicat puis en dehors de la tribune dans laquelle je vous parle. Deuxième question. Les immigrants francophones à travers la planète. La raison pour laquelle tu ne peux pas dire on veut avoir juste des immigrants francophones, c'est que c'est là que tu dirais qu'il y a une discrimination. Tu dis on veut juste du monde qui parle français. Puis là, ça fait en sorte que tu crées quelque chose qui est discriminatoire. Tu ne peux pas faire ça. C'est pour ça que la façon dont fonctionne la processus de sélection, une partie, là,
toute la question des réfugiés et du regroupement familial, ça ne fait pas partie de ça. L'immigration qu'on choisit, c'est par des grilles de sélection. Puis des grilles de sélection, tu as des points si tu es en bas de tel âge, si tu as étudié, si tu as des enfants, si tu as une famille, si tu parles le français, si tu parles l'anglais. Et là, quand tu accumules assez de points, tu te qualifies pour devenir pour avoir un certificat de sélection du Québec. Et quand tu te qualifies, bien là, après ça, tu peux entrer au pays, peu importe l'origine d'où tu viens et peu importe ta langue. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de choix, monsieur là-bas, qui est fait en fonction d'une langue. On pourrait augmenter les critères de français dans la grille de sélection. On pourrait faire ça. Ça, c'est des choses, mais on fait aussi pression sur le gouvernement sur ce genre de choses-là. On est allé en commission parlementaire pour parler de ça au niveau de la loi sur l'immigration. Affichage. La position du gouvernement en est une, disons, pour ne pas affronter le gouvernement fédéral sur des compétences fédérales. La position du gouvernement qui, je pense, je ne sais pas si c'est annoncé aujourd'hui ou la semaine prochaine au niveau des règlements, c'est la suivante, c'est de dire, nous, on ne s'attaquera pas à la marque de commerce. Parce que la marque de commerce, si tu touches, mettons Canadian Tire, puis tu rajoutes collé sur la marque de commerce, que ça touche, tu marques les magasins généraux Canadian Tire, ça, c'est de compétences fédérales. Et donc là, les entreprises pourraient dire, ils pourraient se promener, aller voir un avocat, dire, hey, en fonction des pouvoirs du fédéral, on pourrait invalider le règlement du Québec. Donc, la position du gouvernement, c'est de dire, on fera pas en sorte, on lira pas ça ensemble, on va être sûr de gagner. Fait que ce qu'on va faire, et c'est là que j'appelle ça la mesure Canadian Tire, avez-vous déjà remarqué au Canadian Tire comment c'est fait? Il y a un gros Canadian Tire, puis à côté, c'est marqué en énorme « Centre du pneu ». Après ça, « Centre du jardinage ». Et donc, l'État québécois, le gouvernement, se dit, on va se fier sur la loi 101, avec l'article 58 qui dit, ça doit être nettement prédominant. Donc, c'est là-dessus qu'ils vont jouer. Ils ne joueront pas sur la marque de commerce, ils vont s'assurer que Costco Wholesale, qui a une grosse marque en anglais, bien, qu'il y ait encore plus de français à côté. Fait que là, ils vont être obligés de marquer, s'ils ont un gros Costco Wholesale, ils vont être obligés de marquer un gros centre du pneu, puis un gros centre du jardinage, pour assumer, faire en sorte qu'il y ait un visage plus français. Ce n'est pas la position que le mouvement Québec français voudrait avoir, mais je dois vous dire que c'est une position qui est défendable. Mais franchement, nous, on a déjà publié un communiqué comme de quoi que ce n'est pas notre position. Nous, on voudrait que le règlement soit changé et que le gouvernement provincial veuille faire le combat avec le fédéral pour obtenir, dans le fond, ce pouvoir-là. Fin de la troisième réponse. Est-ce que c'est déductible d'impôt, les dons? Non, ce n'est pas déductible d'impôt parce que 1 $ et 1 par paye aux 2 semaines, ça donne 26 $ par année. Et toute la paperasse qu'on ferait avec ça ferait en sorte qu'on mangerait tout notre profit là-dessus. C'est pour ça qu'on a mis ça tellement bas que ça ne touche pas tant que ça au portefeuille des gens. Puis nous autres, on s'économise toute de la paperasse pour envoyer des rapports d'impôt. De toute façon, on n'a pas le statut d'organisme qui peut en donner. Maintenant, culture et entreprise. Ce que je comprends de la question du monsieur, c'est le départ des sièges sociaux québécois. Il est clair, net et précis que ça a une incidence. C'est sûr que si tu as des dirigeants qui deviennent américains, bien, c'est sûr que leur langue, la langue qui décide en Caroline du Nord ou n'importe où, ça se peut que ce soit l'anglais. Mais pour revenir à ce que disait monsieur par rapport à notre façon d'agir par rapport à la langue anglaise, c'est lié. Maintenant, on a une élite au Québec. Il y a des Québécois qui se sont battus pour avoir des postes dans des entreprises, pour avoir des postes sur des conseils d'administration, ça c'était à une autre époque, pour que ceux qui étaient des francophones se hissent dans le haut de l'échelle sociale. Aujourd'hui, souvent c'est des francophones qui sont dans le haut de l'échelle sociale et ils vont faire en sorte que ça fonctionne uniquement en anglais. Donc, la question de la provenance d'un siège social, ça a une incidence, mais il se pourrait que les nouveaux propriétaires de Saint-Hubert décident de dire on veut faire plaisir aux Québécois, puis on veut faire en sorte de se rapprocher d'eux. Fait qu'on va se mettre à mettre de la musique en français parce que vous savez, il n'y a aucune musique en français ou pratiquement pas au Saint-Hubert. Est-ce que je vous ai répondu ça à votre goût, Monsieur le Président? Parfait. Alors, la période que j'avais allouée est terminée, bien qu'il reste 3 intervenants au micro. Une demande de prolongation peut toujours être faite. Alors, j'ai une demande de prolongation. À l'instance de décider. Ceux et celles qui sont pour une prolongation par la main droite. Ceux et celles qui sont contre. Merci beaucoup. Alors, il n'y aura pas de prolongation, malheureusement. Alors, merci beaucoup, M. Bouchard. Merci à tous. Alors, nous allons, micro 4.
Jean-François Sylvestre représente. On va faire ça très, très vite. On va avoir un autre conférencier, je crois, soit demain ou vendredi. Je peux-tu juste vous demander quelque chose, Monsieur le Président? Oui. Ça serait-tu possible de lever les règles de fonctionnement, de conseil syndical, et quand ça va être un conférencier, qu'on mette ça en plénière, pour que les gens puissent aller s'exprimer, poser des questions, mais aussi donner leur point de vue. Parce que c'est quand même des choses qui sont très, très, très politisées. Fait que j'aimerais ça qu'on puisse lever les règles de fonctionnement puis qu'on agisse en plénière avec le prochain conférencier. Je validerai avec le temps qui nous est imparti à travers l'instance pour voir si on a la possibilité de le faire. Alors,